Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, l'émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour évidemment un cinéma de passionnés que vous êtes, chères auditrices, chers auditeurs. Et bien aujourd'hui c'est l'épisode 2 de la saison 3, on l'a intitulé Eternal Sunshine of Megalopolis, donc ça vous donne un peu une idée du programme. Et nous serons 5 en cette radieuse soirée d'automne pour débattre de 4 films. Autour de la table, nous aurons tout à l'heure, un peu de patience, la virevoltante Christina, mais les autres, ils sont déjà là, prêts. Le talentueux Mister Thibaut, bonsoir Monsieur Thibaut. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Le pragmatique Docteur Raymond, enchanté. Bonsoir à toutes et à tous. Et le défenseur numéro 1 de Shyamalan, c'est bien sûr votre service. Julien. Ça va Julien ? Ça va, celui-là. Je suis prêt à casser du Hollywood ce soir. Oula, oui, c'est bon, j'aime ça. Je suis chaud patate. Et moi je suis Jérém, bien sûr, votre humble serviteur. Et on démarre directement avec l'actu ciné. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Et notre premier choix est Joker, Folie à deux de Todd Phillips. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. En 2019, Todd Phillips, réalisateur du cultissime Very Bad Trip, je pense que tout le monde l'a vu, donc il surprend son monde en sortant Joker, une variation scorsésienne, je dirais, autour de l'ennemi juré de Batman. Résultat, un carton mondial, un Lion d'Or à Venise, un Oscar pour Joaquin Phoenix, 4 ou 5 millions d'entrées en France. Bref. Et donc voici la recettes. Et en plus, oui, on peut le dire, le meilleur de recettes. Donc en gros, un truc de ouf. Et voici donc la suite, Joker, Folie à deux, avec Lady Gaga qui rejoint la troupe dans le rôle de Harley Quinn. Le pitch en 2 secondes, elle va rencontrer Arthur Fleck, donc Joker, à l'hôpital d'État d'Arkham. Qu'en ont pensé nos chers chroniqueurs ? On va démarrer avec, bien sûr, Mister Thibaut. Alors, Joker, Folie à deux, ennui tout seul. Wow. La première question que je me suis posée devant le film, c'est pourquoi ? Pourquoi faire cette suite ? On nous a bassiné à la sortie du premier en nous disant que Joker était un stand-alone, que le film se justifiait à lui-même. C'est vrai, il l'a dit, oui. Il a dit que ce serait unique. Oui. Exactement. Et ben, ça nous allait très bien. Pas besoin de faire des suites encore et encore. Et donc après, donc le milliard de recettes était passé par là. Todd Phillips nous a dit finalement j'ai changé d'avis. qu'il n'était pas opposé à une suite s'il trouvait une bonne histoire à raconter. C'est là qu'intervient ma deuxième question. Pourquoi faire une suite quand on n'a rien de plus à raconter ? Pour moi, c'est le vrai problème du film. Il n'apporte peu ou pas grand-chose au Joker sorti il y a 5 ans. Et certes, le film est beau, la photographie est vraiment splendide, mais il n'a pas la profondeur du précédent film. Et les passages chantés donnent surtout l'impression de faire du remplissage. Parce que de mon point de vue, c'est pas une comédie musicale. C'est juste un film avec quelques chansonnettes par-ci par-là. Dont notamment une reprise de Jacques Brel. Oui, une reprise très belle d'ailleurs. C'est un peu la meilleure chanson du film, mais vraiment, c'est des passages chantés qui n'ont pas lieu d'être, qui n'apportent rien au récit, qui ne font pas avancer le récit. C'est un peu le vrai problème du film, en fait. Il y a plein d'éléments, mais plein d'éléments qui servent pas à grand-chose dans son intrigue, dans son histoire. Le cas, évidemment, c'est d'Harley Quinn. Harley Quinn qui arrive comme elle repart, c'est-à-dire en faisant pas grand-chose. Et vraiment, il y a une écriture de ce personnage qui est vraiment très maladroite et très paresseuse. Alors, je vois que le film se prend un torrent de mauvaises critiques, et même si le film a inspiré un ennui profond, je trouve que c'est très loin des purges que peuvent être Argyle, Madame Web ou Deadpool Wolverine. Rien que pour la réalisation, je trouve que ça renvoie ces 3 navets dans les tréfonds qualitatifs de l'année 2024. Merci, très cher. Au moins, ça lance l'émission. Ça lance les hostilités. On va passer au Docteur Raymond, peut-être un peu plus nuancé, peut-être, le Docteur Raymond, je sais pas. Disons que ça commençait pourtant bien, puisque le film commence avec un petit dessin animé en hommage au cartoon de la Warner. Ah oui.
réalisé par Sylvain Chomet des Triplettes de Belleville, et qui nous résume l'action du premier film. Donc ça, c'est bien, on se dit, voilà, on n'aura pas à revenir par là-dessus. Pourtant. Ensuite, on passe effectivement à un film de prison qui se transforme ensuite en film de procès, et le tout parsemé de passages de comédie musicale. Sauf que, à mon sens, tout ce qui faisait la surprise du premier film s'est essoufflé et tout tourne court. Par exemple, le thriller carcéral qui se rêverait d'être réalisé par Frank Darabont, avec une photographie un petit peu à la Fincher également. Essaie d'avoir l'air, mais pour citer Jacques Brel dont on parlait juste à l'instant, à force d'avoir l'air, il n'a pas l'air du tout. Oh. Et oui, ça c'est Brel donc qui nous fait le plaisir d'apparaître dans la partie comédie musicale. Et c'est d'ailleurs, je trouve, le seul moment remarquable de la sélection musicale chantée par les comédiens, qui est ensuqué dans des morceaux de pop sirupeuse et tiédasse, des morceaux... Ah oui, on est loin de la créativité d'Emilia Pérez au niveau des chansons. Ouais. C'est un petit peu, effectivement, le musical jukebox, où on prend les morceaux, et encore une fois, c'est des morceaux pas passionnants, par des interprètes pas passionnants, donc bon, voilà. Non, le problème... Lady Gaga c'est chanté, mais ça on le savait déjà. Oui. Le problème, c'est que c'est vraiment le syndrome du second film, c'est-à-dire qui reprend et amplifie ce qui a bien marché dans le premier. C'est ça. Typiquement, l'une des grandes réussites, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, je pense, et également à beaucoup de personnes dans le premier, c'était, sans spoiler, la révélation qu'à un moment crucial de l'intrigue, voilà, ce moment crucial, c'était en réalité déroulé dans la tête du protagoniste. De Arthur. Donc ça, vous vous souvenez tous de ce passage-là. Tout à fait. Et là, le problème, c'est que ce que l'épilogue de ce nouveau film essaie de nous faire croire, c'est effectivement, il essaie de nous resservir la même chose, et il semble nous révéler qu'une grande partie du film auquel on vient d'assister s'est déroulée également dans la tête de Fleck. Ce qui ne va pas sans poser de problème, parce que alors, qu'est-ce qu'il faut faire des séquences de fantasmes durant cette partie centrale qui serait elle-même un fantasme. Donc on aurait des parties de fantasmes dans une partie qui serait elle-même imaginaire. Bref, voilà. Ça se veut peut-être une mise en abîme vertigineuse, mais c'est avant tout un procédé maladroit qui tire en longueur, je pense, et voilà, qui tire parti d'un film qui effectivement n'est pas forcément de nécessité. C'est un peu comme Vidocq, le flashback dans le flashback, quoi. Alors oui, pour l'anecdote, que normalement, la fin du film qu'on voit en deuxième champ, est-ce que c'était le Joker et tout, c'était la fin qui était prévue normalement pour le premier film. Et en fait, le héros à la fin du Joker devait se scarifier en se suicidant à peu près. Et donc, comme Christopher Nolan voulait que son Joker soit le seul qui reste balafré, celui de Dark Knight, et ben il s'est un peu opposé à cette fin de film. Comme il n'a pas pu la mettre dans le premier film, Todd Phillips a essayé de la ressortir pour le second. Voilà. D'accord. Ah, je ne savais pas cette anecdote. Ah oui, alors moi non plus, ça nous aurait épargné ce second volet. Potentiellement. Donc Julien, à toi, alors, tu vas redresser le niveau ou tu vas l'enfoncer? Non, je crois que je vais l'étriper, l'achever, le terminer. Oh. Eh bien vas-y. Puisque, comme mes chers camarades, là, c'est plutôt un coup de gueule que j'ai envie de pousser. Oula, carrément. Parce qu'on est quand même dans le comble du cynisme hollywoodien, là. On va reprendre les bases. On parle d'un film de 200 millions de dollars. 300 millions avec les frais de marketing. 300 millions et le budget marketing. C'est monstrueux, putain. Soit 4 à 5 fois plus que le premier qui a coûté 60 millions, je crois. 60 millions de dollars. C'est ça. Mais, et j'ai envie de dire, où sont-ils passés? En fait, on sait. Ils sont passés dans les cachets de Lady Gaga, Joaquin Phoenix et de Todd Phillips. 20 millions pour Joaquin Phoenix, 12 millions pour Lady Gaga. Voilà, entre 12 et 20 millions chacun, en moyenne. D'accord, ah ouais. Eh ben. Et ça se voit à l'écran, parce que malheureusement, tous les plans de comédie musicale très random tournés en studio, on les sent. Il y a très peu de folie, il y a peut-être les 2 scènes de musical qui sont pour moi intéressantes, celle dans la prison et celle où avec le piano, où Lady Gaga est sur 2 pianos en même temps. Peut-être que celle-là est à sauver, et encore. Et comme vous, je retiens surtout la reprise de Jacques Brel par Joaquin Phoenix, mais qui avait été reprise par Frank Sinatra, il me semble. Oui, bien sûr. À l'époque. Enfin, il y a 50 ans de ça. Et c'est le seul moment où j'ai senti un peu d'émotion. Cette scène-là où il reprend Jacques Brel au téléphone. On a du mal à... Excuse-moi, je te coupe, on a du mal à avoir de l'émotion pour ces personnages, quand même. J'ai eu du mal à m'identifier, à être ému. Non, c'était froid. C'était froid. Mais bien sûr, parce que ce film est tout sauf sincère. C'est un pur produit c'est ça. de la Warner qui voulait absolument une suite, qui a dû faire pression. Ouais, t'as raison. Qui a dû faire pression sur le duo Phoenix-Phillips pour absolument sortir une suite. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir l'emballement, l'absence d'emballement de Joaquin Phoenix pour faire la promo. Il n'en a strictement rien à faire. Il répond à peine aux questions.
il termine même pas, je crois, à Venise, il est pas resté jusqu'au bout de la standing ovation. Oui, bah, en ce moment, il a des problèmes à être présent sur les tournages. Voilà, en plus, il y a des plans, il y a des plans à beaucoup de réels en ce moment. Je vais y venir, je voulais en parler après, mais je pense que c'est pas que pour le Joker, mais vas-y, continue. Oui, ça y contribue, je pense. Et donc, pour continuer ce coup de gueule, ça me fait penser aussi à la suite monumentale qui nous arrive, là, Gladiator 2, et c'est un même exemple de cynisme. Attends, on l'a pas encore vu. Ouais, je veux bien ce que... Mais en fait, on est un peu dans la même cas de figure. Tu me connais, moi j'attends de voir. Oui, on va juger sur pièce. Je me suis dit, pourquoi pas, je pensais qu'on allait tenter un film... un peu plus expérimental, un peu plus de folie que ce qu'on a vu là. Mais en fait, c'est un pétard mouillé. Pour revenir sur la fin très rapidement, je pense que c'est une erreur d'avoir terminé ce film ainsi, mais en fait, c'est peut-être un gros fuck que nous fait Todd Phillips, qui fait au public. Peut-être que c'est ça, et peut-être aussi qu'il le fait aussi pour le studio. Il se dit, tiens, les gars, chers investisseurs, je pense que là, c'est le film de trop, je voulais pas le faire, et je termine mon film... Non, ça je pense pas. Non, le film de trop, on le chroniquait tout à l'heure. Oui, voilà, ouais. Tu as quand même une star internationale qu'on aime ou on n'aime pas, on a quand même Lady Gaga dans le film. Oui. Alors, mais est-ce que vous avez vu un rôle aussi autant inexploité? Tu as Lady Gaga, et en fait... Bah, tu l'as fait chanter, c'est tout. Mais oui, mais elle ne sert qu'à accompagner le personnage principal. On ne sait pas pourquoi elle tombe amoureuse. Elle est folle, il est fou. Soyons amoureux. Hein. Déjà, ça commence comme ça. Hein. C'est dommage. Et ensuite, finalement, elle fait tout pour ressortir la face Joker du personnage principal. Mais en fait, elle n'a pas de but à proprement parler. Donc son personnage est sous-exploité. Et le film... Alors, oui, mais du coup, bon, comme François tout à l'heure... T'as un petit peu spoilé la fin, mais de toute façon, je pense que c'est pas très grave, parce que quand les gens écouteront ce podcast, je pense que les vrais fans auront déjà vu le film. C'est que n'oublie pas que voilà, on précise, je le précise maintenant, donc coupez si vous voulez pas en réentendre encore davantage sur la fin. Mais quand tu sais qu'à la fin, finalement, il a fantasmé toute cette histoire d'amour, parce qu'à la fin, il a fantasmé en fait. Quand on revient, il est en train de regarder Pépé le putois. Donc ça, c'est, alors je crois que il l'a vu, il l'a croisé dans le couloir. Lady Gaga, il l'a vu, mais après il s'est fantasmé, l'histoire d'amour, elle n'existe pas en fait. Donc c'est pour ça que le personnage, comme tu dis, oui, il sert à rien, mais en même temps, c'est lui qui, c'est normal. Oui, mais moi, c'est la même ficelle scénaristique éculée. Ah bah, oui, bon bah du coup, je viens à ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, on l'a vu dans Birdie, on l'a vu dans Dancer in the Dark, où Björk elle chante, elle s'invente. On l'a vu 1000 fois ce genre de scénario. Donc du coup, moi je vais raconter mon histoire par rapport au premier, parce que moi terminé. Voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rater un peu un train en marche, c'est-à-dire que le premier est sorti, donc je vais pas répéter, voilà, milliards de dollars. Même les cahiers du cinéma que je lis avaient mis le film dans leur top 10, pour dire, alors que c'est quand même un magazine exigeant, etc. Et moi non, j'avais pas été convaincu, même déjà par le premier, je vais être bien. Oui, je suis un peu mitigé aussi. Moi. Donc c'est pour ça que moi déjà, le Joker 2, je partais sans attendre rien du tout. Donc voilà, je me dis bon... Et c'est du Scorsese avec voilà, Taxi Driver et la valse des Pampins, quoi. Avec un fond psychologique en plus. Exactement. Mais ça sonne, ça sonne déjà vu. Ouais. Parce que voilà, tout le monde était là, mais c'est surprenant. Moi, j'étais ouais, d'accord, bon, enfin bref. Oui, pour la nouvelle génération, donc, voilà. C'est peut-être surprenant. Voilà, bon après, chacun ses goûts, mais en tout cas, bon, pour le deuxième, puisqu'on parle du deuxième, moi, j'ai ni adoré ni détesté en fait. C'est le bordel. Il y a des qualités et des défauts. Je trouve que le bon point, et j'en ai parlé avec le docteur Raymond, parce que nous, en fait, c'est marrant parce qu'on va au cinéma ensemble de temps en temps. Ça arrive. Et on avait vu Boys of Fred, ça arrive, et Joaquin Phoenix dans Boys of Fred était en cabotinage, on sentait que le pauvre Ari Aster, je sais pas si c'est Ari Aster qui avait du mal à diriger Joaquin Phoenix ou l'autre qui était en roue libre, mais il y a un truc qui, voilà, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, dans Napoléon, pareil, j'arrivais pas à m'identifier, je le trouvais pédant, enfin ça marchait pas. Voilà. Et là, c'est un cycle difficile. Hein. Je trouve que là, en tout cas, pour ce rôle du Joker, là par contre, il est fait pour ce rôle. Là, ça m'a un petit peu réconcilié avec sa façon de jouer, parce que là, il est éclatant de talent dans ce film. Oui, il est très juste, hein. Voilà. Donc non, mais déjà, j'essayais de sauver la pauvre Lady Gaga qui fait ce qu'elle peut, mais... Ouais. Oui, bah... oui, les acteurs, on n'a rien à leur dire, en fait. Ils sont très bien. Voilà. Et ensuite... C'est vrai que, mine de rien, c'est une sorte de faux remake déguisé, parce que les thèmes, comme tu l'as dit, François, c'est du ressassé, c'est du 1. Le mec, il s'imagine être un double schizophrénique, etc. C'est la même chose, au final. Sauf que là, il s'invente une histoire d'amour, etc. En fait, finalement, c'est pas l'histoire du Joker dans le 2, c'est plutôt l'histoire d'un type dérangé qui s'appelle Arthur Fleck, et qui se crée un imaginaire qui est malheureusement nécessaire à sa survie. Voilà, une errance psychique. Je finirai sur ça. Et donc une tromperie sur la marchandise, hein, si on pousse le bouchon un peu loin. Bon, allez, une semi-tromperie, je dirais. Merci messieurs, nous passons à notre deuxième et très 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 attendu choix, Megalopolis de Francis
Ford Coppola. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non. Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition? Le pitch, c'est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. Alors ce film divise beaucoup. J'ai hâte d'entendre d'ailleurs les arguments de nos chroniqueurs. Et pour justement commencer à intervenir sur ce film, nous accueillons Christina. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, très bien. Ravi de vous retrouver. Eh bien, nous aussi, on est ravis de te retrouver. En plus, ça tombe bien parce que directement, paf, tu rentres directement dans l'arène. Dans le vif du sujet. Et donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as pensé de Megalopolis de Francis Ford Coppola? Eh bien, oulala, ça fait 13 ans qu'on attend le film de Francis Ford Coppola, donc c'est dire l'attente, le fantasme autour de ce film, l'envie qu'on avait tous de le voir. Et il y a eu des mais qui sont arrivés assez rapidement, des choses qui pouvaient nous faire craindre un peu le résultat. Bon, déjà, ces derniers films ne sont pas du tout dans la mouvance de sa filmographie et avaient déjà énormément divisé. On sait qu'il a des manières de travail parfois pas forcément très orthodoxes, pas de feuille de route, enfin un peu dans l'impro, et puis les distributeurs étaient assez frileux à l'approche de son film, donc on pouvait craindre le pire. Eh bien oui, Megalopolis, il est tout simplement unique. C'est un film qui s'affranchit des limites fixées par le cinéma conventionnel, et moi, en un mot, je dirais qu'il est fou, bien évidemment aussi foutraque et imparfait. Je peux pas dire le contraire. Donc c'est compliqué de rentrer dans le détail du film, parce qu'il y a un désir d'abstraction qui se vit et qui ne se raconte pas. Coppola nous présente une Amérique dystopique, ou réaliste, ou les deux. En même temps, on sait pas trop. Il y a des luttes de pouvoir, le star system, il nous parle de l'industrie, du capitalisme. En résumé, c'est très dense, c'est rempli d'intrigues, comme les tragédies grecques le veulent, le théâtre et beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il a fait une interview où il citait ses influences et ses inspirations. Je vous épargne la liste, il y en a plus de 40. On passe de Molière à Beaumarchais, Kubrick, Moïse, Kurosawa, Tolstoï, Goethe. Voilà, donc ça donne un peu le ton du film. Michael Powell aussi. Oui, non mais Bustler, Spinoza. D'ailleurs, il y a une séquence qui est copiée au chausson rouge, mais bon, je te laisse continuer. Oui, non, tout à fait, absolument, mais c'est extrêmement dense. C'est plus qu'un film somme, j'ai l'impression que c'est un univers entier qu'il nous propose, et puis que c'est souvent outrancier, ça part dans tous les sens, on peut pas le nier. La symbolique est très puissante, proéminente, et les préférences sont même protubérantes. Quand tu en as cité une, mais il y en a dans tous les sens. Donc c'est gargantuesque, cacophonique, les termes que j'utilise sont à l'image du film, ça donne le tournis, et au milieu de tout ça, il y a des fulgurances splendides, qui pour moi viennent imprégner la rétine et remplissent mon cœur de cinéphile. C'est tout ce qui, pour schématiser un peu, c'est tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est lyrique et divin, et qui, en comparaison avec le futurisme un peu désuet présenté, ça donne un effet un peu raté parfois, mais ces scènes-là, pour moi, elles survolent le tout. Et donc, ça nous amène à nous interroger. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse dans le film, c'est que on a affaire à un fils d'immigré, fruit du rêve américain, qui nous parle de l'Amérique, de ce qu'elle est devenue, de ses valeurs, de ses libertés, où en est le capitalisme constructeur de civilisation. Que fait l'art pour sauver le monde? La réponse, c'est un peu les protagonistes qui essayent d'arrêter le temps pour raconter des chimères et des légendes autour d'un monde oublié. Le monde contemporain explose et arrive à bout de souffle, et le film nous retranscrit cette fin du monde perpétuelle à travers la pellicule. Les riches sont toujours plus riches et veulent posséder des choses qu'ils n'ont pas encore. Je paraphrase Jon Voight dans le film. Ceux qui n'ont plus rien cherchent des réponses extrêmes dans leur désarroi, autour d'illusions. On peut parler du fascisme et de tout ce qui va avec pour essayer de trouver un espoir. Donc on le sait. Coppola, il est extrémiste, il teste et parfois il rate. Il exprime ici, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il exprime un appel au secours créatif, une envie de enfin tout envoyer en l'air, une bonne fois pour toutes. C'est pas parce qu'il en a marre, c'est pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il a envie de crier sa liberté. Et la première image du film, pour moi, est très très évocatrice. Il montre Zoétrope, qui est la première société qu'il a fondée en 1969 avec un certain George Lucas. Bon, lui, il est parti faire des parcs d'attractions entre-temps. Mais voilà, ce qu'il nous raconte, pour moi, c'est fort. C'est un acte de résistance d'un artiste qui est maître de son œuvre, de sa passion dévorante et dévastatrice de cinéma. Merci Christina. Alors, à vous. À mon tour. Joli. À mon tour. Oui, en tout cas, merci Christina, parce que je trouve que tu le défends bien.
Et alors évidemment, il y a comme 2 mots que tu as dit à un moment, t'as dit le mot raté, et tu as dit il se rate. Donc je vais rebondir sur ces 2 mots que tu as insisté. J'ai sous mes yeux, j'avais préparé une petite interview, qu'il avait une grande interview de 6 pages d'ailleurs que j'avais de Coppola. Et je vous inquiétez pas, je vais pas lire les 6 pages. En gros, il dit je laisse le film être ce qu'il doit être sans me préoccuper du public, c'est clair. Et il le dit je laisse les spectateurs faire ce qu'ils veulent avec le film, l'interpréter à leur manière. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'il a réussi pour moi. Donc du coup, alors je vais parler vite fait de ma relation avec Coppola, parce que c'est un cinéaste quand même qui laisse pas indifférent. Comme tu l'as dit, oui, ça fait 13 ans qu'on l'attendait. Alors moi, du coup, ça fait des années, je sais pas si vous avez vous rappelez un petit peu, il y a 3 ans, on dit tiens, il va sortir Megalopolis. Ah tiens, il va être tourné. Ah bah on sait pas, il existera jamais. Il y avait des légendes autour de ce film pendant des années. Donc c'est moi, le petit cœur de cinéphile était. On a fantasmé ce film. Mais oui, voilà, c'est complètement. Donc du coup, je me suis dit, c'est bien, j'ai le temps de revoir tous les Coppola. Alors, il y en a 21, j'en ai vu 19. Il me reste les 2 premiers, Dementia 13 et Les Gens de la Pluie, j'ai pas encore vu. Et en fait, je me suis dit, attention, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est un chapeau 2, c'est-à-dire chapeau 1, je mettrais Fellini, Kurosawa, Kubrick, Lynch, Polanski, bon bref, voilà. Mais quand tu vois tous les films de Coppola, à part Apocalypse Now qui est un grand chef-d'œuvre, Le Parrain 1 et 2 que j'adore, Rusty James, Twixt, son dernier film, Peggy Sue s'est mariée bof, Tucker pas grandiose, enfin il y a quand même énormément de films qui sont pas géniaux quoi. Bon, mais quand même ça n'a pas altéré mon envie de voir Megalopolis évidemment, au contraire, je me suis dit comme tout le monde, je me suis dit putain ça va être son film Somme, ça va être incroyable. Et ben voilà, j'aurais pas dû réagir je me suis fait embarquer comme un mouton. Déjà, la première bande-annonce avant Cannes, le premier teaser était incroyable. On s'est dit, putain, un film de science-fiction, dystopique, incroyable, 120 millions de dollars. Cannes, c'est un petit peu calmé tout le monde, mais après Cannes, il y a quand même des défenseurs malins qui ont dit c'est un grand film expérimental d'un homme libre. C'était ce qui ressortait. Parce qu'il fallait bien sauver le truc pour... voilà. Et donc je me suis dit, finalement, c'est encore mieux. Pour vous dire que je suis positif. Et pendant la première demi-heure, j'étais en train de me dire, mais allez, ça va venir... Il y a un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a un moment, il faut être honnête. Et c'est rare que ça fait 3 ans qu'on fait cette émission, et c'est très rare que je sois énervé envers... voilà, parce que je me suis fait arnaquer. Je me suis fantasmé pendant toutes ces années, tout ça, et au final... Alors, oui, comme je viens de le dire en préambule, il a dit lui-même que chacun interpréterait le film comme il veut. Mais le problème, c'est que c'est pas un film, c'est un essai, c'est un brouillon de film. Il n'y a pas de film. Pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Megalopolis de Christophe Rocancourt. C'est un film qui lance des pistes par moment, mais qui ne les exploite pas. Moi, en fait, ça se voit. Pour moi, je dis pas que Christina ou d'autres qui ont aimé sont aveuglés par l'amour de Coppola ou je ne sais quoi, mais quand on voit la narration de ce film, il y a des énormes problèmes. Par exemple, Dustin Hoffman, le personnage de Dustin Hoffman qui est le bras droit du maire. Je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage. Bien sûr. Il ne sert à rien. Mais oui, mais pourtant, il y a un moment, il arrive dans le film, je sais pas, vers 3/4 d'heure de film, et il dit au maire, vous savez, là, Shia LaBeouf, enfin, Caligu Trump, parce que je trouve qu'il me fait penser à Caligula et Trump, je vais l'appeler Caligu Trump. et du coup, il dit, vous savez, ce petit con qui vous gêne, je m'en charge. Et t'as le maire qui dit, j'attendais que vous me demandiez. Et là, moi, qui m'endormais un peu, je me dis, enfin, une piste relancée, une intrigue, un peu de suspense, un mystère. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais rien, mais il y a rien. Et le pire, c'est que c'est même pas rien. C'est que Dustin Hoffman, son personnage, on le voit plus. T'as la résolution 1 heure plus tard. Mais attends. Avec un caillou. Oui, alors justement, incroyable. Il y a une séquence 1 heure après où t'as Shia LaBeouf dans la rue qui joue une sorte de militant. Il essaie de regrouper le peuple contre le maire, etc. Voilà, c'est Trump. Hein. Il regarde une statue. À un moment, il se tourne et il y a une statue de Dustin Hoffman. Moi, dans ma tête, je me dis mais attends, mais c'est une statue, c'est que le mec, il est mort. Et là, on a un plan. Et moi, ça m'a fait penser, désolé Francis, mais ça fait me penser à Ed Wood, Plan 9 from Outer Space, qui est considéré comme le plus mauvais film de tous les temps. Et là, on a un plan sur Dustin Hoffman. C'était peut-être une référence, hein. Il prend un caillou sur la gueule et il fait et ça dure 2 secondes. Et je me dis, mais tu fais disparaître un des plus grands acteurs de tous les temps en 2 secondes. Francis, quand on connaît un petit peu le cinéma, ça prouve quelque chose. Et il l'a dit en interview, c'est qu'en fait, il y a énormément de rush. Mais il a pas pu tout mettre. Et moi, je pense, et j'en suis convaincu, il s'est emmêlé les pinceaux parce que c'est un nabab. Il est tout seul sur sa planète et personne n'a osé lui dire non mais Francis, c'est pas bon. Alors dans Twixt, que j'ai adoré, ça fonctionne parce que c'est un tout petit budget, il est indépendant, il est tout seul. Oui, mais là il y a 120 millions de dollars. Il y a du monde derrière. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu. Je m'attendais pas en fait, et pourtant pendant la première demi-heure, je lui disais allez Jérémy, sois gentil avec Francis, ça va venir, c'est le début. Puis après, je me suis dit non mais non, c'est pas possible. J'ai rarement vu Adam Driver qui était complètement. Et à un moment, il a un œuf de Pâques sur la tête, là, il se fait crever un œil et il fait des cris de
En fait, il maîtrise rien. Pour moi, il ne maîtrise plus rien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement dépassé. Le film l'a bouffé, en fait. J'ai vraiment cette impression. Et la dernière demi-heure... Voilà, en gros, là, excusez-moi, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez couper, mais la dernière demi-heure, n'écoute pas, Julien, si tu n'as pas vu, mais de toute façon, en même temps, c'est pas très important. Tu spoil pas grand-chose dans le film. En gros, il y a donc le héros, c'est donc Adam Driver qui joue un architecte, un artiste, qui veut construire sa ville. Il a des bâtons dans les roues, c'est un peu ça, comme Coppola qui a des bâtons dans les roues. Voilà. Et moi, je me suis dit, ce film, il part pour être un film désespéré. La fin va être un truc désespéré, poétique. Pas du tout. C'est une happy end de merde. C'est une happy end de merde. C'est qu'en fait, pendant une demi-heure, le mec, il se fait crever un œil, il met son mégalon là pour se soigner à 2 balles. On part complètement sur autre chose, sur le maire, sa femme, Shia LaBeouf. On oublie complètement le personnage principal. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un moment, on oublie ce qui se passe, quoi. Et on revient à lui, il a fini sa ville. Et le maire, qui le détestait pendant tout le film, lui serre la main, il fait « Ah, bravo, fiston !» Enfin, voilà. Bon, moi, j'ai trouvé que ce film était complètement un fouillis, un foutraque, un gloubi-boulga narratif avec des références antiques. Alors ça par contre, et je pense que François va revenir là-dessus, c'est un érudit, Coppola, il y a des références, c'est un film de quelqu'un qui est très cultivé, mais moi je trouve j'ai eu aucune émotion. Et voilà. Et à la fin tout ça pour il nous construit une ville avec un escalier doré et un parc floral. Merci Adam Driver, merci à l'architecte, et je passe la parole au docteur Raymond qui va peut-être redresser un peu la barre. Ah bah écoutez, je vais tâcher d'être juste, je vais essayer du moins. Moi j'ai beaucoup apprécié effectivement et je pense qu'on ne peut être que saisi par cet environnement visuel inattendu et très créatif, donc qui mélange l'Empire romain et le New York période Gatsby le Magnifique. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment une trouvaille et les différents lieux justement qui nous sont présentés avec des scènes parfois très très poétiques comme ce passage sur les poutrelles qui sont en l'air. Voilà, c'est vraiment des passages que j'ai trouvé très très intéressants. Même si ça vient d'un imaginaire visuel qui, plutôt qu'au cinéma, emprunte plutôt justement au théâtre ou à l'opéra. Ça me semble être justement le spectacle vivant qui, paradoxalement, est la référence la plus pertinente pour parler de cette création. Puisque c'est ce qu'il a dit. Il parle du cirque aussi. Tous les spectacles vivants, il les montre, il les manifeste. Avec notamment ces vraies prestations qu'on voit d'acrobates, de catcheurs, de chanteurs. Donc effectivement, on a cette générosité et ce côté très très scénique. Et même chose pour le texte, donc qui se révèle être entre autres un collage de fragments textuels empruntés donc évidemment à Shakespeare, les pièces Jules César, La Tempête, etc. Mais également à des textes latins, les poésies de Catulle, les discours de Cicéron, et tout ça mélangé avec des slogans et des formules politiques américaines bien contemporaines. Donc c'est sûr que ça parle davantage aux Américains qu'à nous dans cette dimension. Au final, moi ça m'a beaucoup fait penser, encore une fois, à une mise en scène de théâtre, et notamment aux mises en scène de théâtre du metteur en scène italien Romeo Castellucci, qui est un metteur en scène assez barré, et on a l'impression que c'est un peu ça, c'est une mise en scène à la Romeo Castellucci si celui-ci disposait d'un budget illimité. Alors, imaginaire visuel, d'accord, moi j'achète de belles images, beau kino-panorama, parce que c'est Coppola. Non, François, Dr Raymond, bien sûr. Raymond quand même. Non mais il se repose il est paresseux dans ce film, il se repose sur le numérique quand même. Moi ça m'a étonné de Coppola. La photo, elle abuse des lumières, tamisées, filtre doré. C'est dégueulasse. Moi j'ai trouvé ça. Excuse-moi, mais moi, je te laisse continuer. Mais moi je trouve l'image est moche. Moi je suis pas d'accord. Ah. C'est un point de vue, mais le rendu photographique m'a pas dérangé outre mesure. Après, voilà, c'est vraiment la créativité des lieux, des mises en espace que je trouvais très très intéressantes. Mais en tout cas, des belles images ne rachètent pas des thématiques brouillonnes qu'une résolution ridiculement abrupte rend totalement incompréhensible. Parce que la première... c'est marrant parce que Christina n'est pas d'accord avec toi et moi non plus, mais pour 2 raisons différentes. C'est que moi je trouve que le film est extrêmement lisible et clair. Moi il y a rien que j'ai pas compris. J'ai tout compris, je pense. Et c'est pour ça que c'est de l'arnaque. C'est trop facile à comprendre. Et même il y a un plan sur un nuage avec la main qui touche un nuage. Je dis waouh. Et après t'as le personnage du maire qui explique ça. Non, Francis, ne l'explique pas. Arrête d'expliquer Mais oui, pendant tout le film, des trucs beaux, C'est comme le moment où Nathalie Emmanuel va aller chercher des fleurs. Enfin non, c'est le personnage d'Adam Driver qui va chercher des fleurs. Et 2 minutes plus tard, on va avoir Nathalie Emmanuel qui, en voix off, dit
Il prend des fleurs, mais il les prend pour qui? Mais putain, ça fait 2 minutes qu'on se pose la question, t'es pas obligé de nous... Fais confiance à ton film, fais confiance à ton scénario. C'est ça, en fait, je trouve qu'il est dans le besoin de se justifier à chaque scène poétique, et du coup, ça tue la poésie. Et ça m'a gêné, parce que du coup, je m'attendais, quand tu vois la bande-annonce, t'as des plans magnifiques, mais au final, il les explique, il les déconstruit, il les dépoétise, et... Enfin bon, pardon, je t'avais peut-être pas fini, monsieur Raymond, je vous laisse terminer. Oui, non, mais c'est effectivement, je m'interrogeais aussi sur l'aspect de fable, parce que la première image du générique nous dit que le sous-titre nous dit c'est une fable. C'est vrai. Moi, j'ai du mal à en voir la morale. Voilà, vers quoi ça nous mène. Donc le côté incompréhensible est là. Donc pour moi, c'est pas un grand Coppola, c'est une évidence, mais c'est un film qu'il y a tout de même une dimension réjouissante. Et je rejoins Christina là-dessus, puisque on a affaire à l'œuvre d'un réalisateur âgé, donc qui a tout vu, qui a vraiment vécu toute une période d'Hollywood et qui n'a plus rien à prouver et qui nous confirme qu'il n'en a plus rien à foutre. C'est lui l'artiste qui peut arrêter le temps, c'est clairement lui, et donc il choisit d'arrêter le temps, même si, alors là, en l'occurrence, on aurait aimé qu'il l'accélère au contraire un peu plus, pour ne pas prêter à dire avec Cicéron quousque tandem abutere Coppola patientia nostra, ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas le javanais, jusqu'à quand, Coppola, abuseras-tu de notre patience? Waouh. Bon, bah, du coup, c'est Mister Thibault qui va finir. Coup de grâce. Allez, oui. Vas-y. Alors oui, c'est toujours désagréable de voir un réalisateur décliner à ce point. Je peux dire que je n'avais pas particulièrement apprécié les derniers films de Francis Ford Coppola, à savoir Tetro, Twixt, mais on était loin de la déception que représente ce dernier film. Alors j'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions avec un mal de crâne dès l'entame du film, mais quand même. Megalopolis, c'est un film qui aurait pu être apprécié il y a 40 ans, et encore. Oula, dur. Mais là, pour Coppola, c'est un peu le film de trop. Jamais vraiment passionnant. On suit des personnages désincarnés et globalement antipathiques dans une fable qui ressemble à un long spot publicitaire, tour à tour pour une montre, une voiture ou un parfum ou de l'énergie verte. L'énergie verte, mais si vous savez, ces spots faussement humanistes qui te montrent un arbre, une éolienne, une plante, et qui concluent en voix off par un message du genre « Pour vous, pour tous, pour aujourd'hui, pour les générations futures ». Non mais la voix off de Laurence Fishburne, je te jure. Moi, j'étais mort de rire. Il a une belle voix, mais... Et Megalopolis, c'est ça. C'est une pub pour parfum qui est 10 fois trop longue. Oui, c'est vrai. Des dialogues abscons, des références empoulées, une direction artistique globalement dégueulasse, des acteurs absents. Je sais pas c'est quoi la méthode Coppola, mais bon, ça donne pas le meilleur des acteurs. Et le tout réalisé par un vieux monsieur qui n'a pas vu que le monde avait changé depuis les années 80. Et entre le personnage de Wow et les dialogues ringards du type « Je dois rentrer pour préparer le repas », je suis à 2 doigts de qualifier le film de misogyne. Mais c'est ça, c'est la maman et la putain. C'est ça l'image des femmes de Coppola. Ah non mais... Et cette image de fin, mais quelle horreur! C'est moche. Et je comprends pas. On en parlait tout à l'heure de Zoétrope. Il est pote avec George Lucas ou bien? Le chien qui a le mégalon doré sur la patte du chien, le CGI là, c'est... Oh. Et il est pote avec George Lucas, on est d'accord, hein? Parce que il aurait pu lui donner 2-3 conseils pour les effets spéciaux. Est-ce que vraiment c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans le film? Ouais. Il y a dans Megalopolis la volonté de proposer un cinéma différent, loin de ce qu'on vous propose habituellement, et ça c'est réussi, mais clairement il lui manque un producteur. Et ça suffit pas à faire un bon film. En l'état, pour moi, le vrai problème c'est que c'est un film prétentieux, et prétentieux quand tu fais ça, ça va pas. Pour moi c'est méga tout pourri. Oh. Nous allons passer aux notes pour les 2 premiers films, les films actus. On va commencer donc par le Joker, et on va commencer par Julien. Mais écoutez, parlons peu, parlons bien. Je lui donne la note de 3 sur 10. Waouh. On passe ensuite au Dr Raymond. 5, c'est médiocre, c'est tout ce que ça mérite. Thibaut, Mister Thibaut. 4,5, un film passable. Et moi je mets 4,5 pour le Joker, et on passe ensuite à Megalopolis. On va être galant par Christina. 6, parce que j'aime ce qu'il raconte. 6, t'avais mis 7 pour Emilia Pérez Mais c'est un bon film, les deux sont des bons films. On passe ensuite au Dr Raymond. Je fais monter la sauce. Alors 6,5 pour moi, effectivement. Donc voilà, bien mais pas top. Bon résumé. Mister Thibaut.
Et pour moi, c'est un 2. Voilà, et moi ce sera la plus basse que j'ai mis depuis 3 ans dans l'émission, même si avant il n'y a pas de note, ce sera 1,5. Bon, précis. Hormis ces 2 films, est-ce qu'il y a eu des coups de cœur ciné sur les sorties du mois de septembre ? Je sais que nous avons Julien qui n'a pas parlé sur Coppola mais qui a envie de parler d'un coup de cœur d'un film sorti ce mois-ci. On t'écoute. De quoi il s'agit d'ailleurs ? Je compte me rattraper sur le Coppola, mais donnez envie, hein, de fou. Ah bon ? Vraiment ? Non, pour parler de mon petit coup de cœur, ce sera un petit coup de cœur, en effet, pas en salle, mais côté plateforme, côté Netflix, puisque le 5e film, si je ne m'amuse, de Jérémy Saunier, qui s'appelle Rebel Ridge, y est sorti un peu de manière confidentielle au départ. Et en fait, le film a eu un certain succès sur la plateforme, notamment en France, où il est maintenant bien référencé. Et j'ai envie de dire, enfin, bravo, c'est ce genre de production, on se demande pourquoi ça sort plus en salle. Bah, ça passe sur Netflix, tant mieux aussi, parce que les dernières productions Netflix étaient, faut quand même se l'avouer, de piètre qualité. Hein. Je vais pas toutes les sortir là maintenant, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de voir un film où en fait le spectateur est respecté. Et Julien, t'as pas aimé Rebel Moon 2 ? Ouais, Rebel Moon, la plateforme 2, non, pas trop, pas tellement. Très bien, donc du coup, tu nous dis, voyez Rebel Ridge, les auditeurs, les auditrices. Oui, parce qu'en fait, c'est un très beau portrait de l'Amérique actuelle, je pense. Même si j'ai pas été depuis longtemps, mais je pense que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a très très peu de clichés pour moi. Il y a des archétypes dans le film, bien évidemment, mais c'est abordé de manière subtile, sans clichés, avec une tension progressive très bien amenée, jusqu'à un explosif final digne de très bons films de Michael Mann, je trouve. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Rebel Ridge, que je recommande. Moi, en regardant la bande-annonce, ça faisait penser à une suite du Roadhouse. Oh, ce film, t'es dur. Pardon ? Ah non, détrompe-toi. Non. Alors, un mélange entre Roadhouse et Rambo. Ah non. C'est, en effet, il y a un côté western et un côté Rambo revisité, avec le chevalier blanc qui va plutôt être joué par Aaron Pierre face à Don Johnson. Oui, mais il y a un côté social et politique à la C'est ça, il y a une dimension sociale, comme tu dis, Jérém, qui est vraiment très très bien amenée, comme dans tous ces films à Jérémy Saunier. Il y a une dimension sociale ciblée sur une communauté propre aux États-Unis, et ça il sait très bien le faire. Blue Rain, Green Room etc. Aussi. Et là encore, il transforme l'essai. Je trouve que c'est un réalisateur qui est encore un peu sous-estimé, ou en tout cas sous-médiatisé, alors qu'il mérite d'être cité parmi les très bons réalisateurs contemporains. Je suis entièrement d'accord. Jérémy Saunier, voilà, pour le citer d'ailleurs, faut le dire. Jérémy Saunier. Donc voilà, Green Room, Blue Rain, Aucun homme ni Dieu, et donc ce 4e film. Alors il y a peut-être un 5e, mais ça Blue Rain, c'était vachement bien. Merci Julien. Nous avons donc un autre coup de cœur pour, je crois, on a le même, mais je vais le laisser parler. C'est Mister Thibault. Oui, gros coup de cœur pour le film iranien, prix du jury à Cannes, Les graines du figuier sauvage. C'est un film très fort. Pour l'histoire, c'est un film qui a été tourné en cachette. C'est-à-dire que il n'y avait pas les autorisations pour tourner. C'est-à-dire que tous les acteurs et les personnes, les techniciens sur le film. Non, il n'y a pas 120 millions de dollars. Et non, c'est vraiment un film. C'est le grand film politique de l'année. Voilà. Voilà, je rajouterai rien de plus à part que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un film coup de poing. C'est 3 femmes contre l'oppression et la tyrannie du patriarcat ultra rigide dans ce pays, évidemment, qui replie sur lui-même. Alors c'est un tout petit poil en dessous du Diable n'existe pas, son précédent film, qui est un très très grand film, mais ça reste un putain de film. Merci en tout cas pour ces coups de cœur. Et nous allons passer évidemment à notre rubrique que nous aimons tant, le Breakfast Club But at Night. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir évidemment une actrice glamour, Fanny Ardant. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous. Alors, la Breakfast Club, qu'est-ce que c'est ? C'est un ciné-club qui est organisé par les cinémas indépendants parisiens depuis plusieurs années maintenant. C'est co-créé, co-organisé et co-animé par les étudiants. François Truffaut. François disait souvent, le cinéma, c'est l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes. Bon, François, il ne devait pas avoir vu beaucoup de films d'animation quand il a dit ça. Parce que ce mois-ci, c'est le film du Breakfast. C'est Junkhead de Takahide Hori. Il sera diffusé le 12 novembre à l'Entrepôt. Alors, on leur souhaite un beau succès. Mais vous le savez, le succès, c'est comme le parfum. C'est agréable, mais pas essentiel.
Merci Fanny. Oh, bravo. Merci à vous. Vous êtes parfaite. Le pitch, Junkhead, donc l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité, mais à force de manipulation génétique, elle a perdu sa faculté de procréer et, forcément, elle décline inexorablement, mais Parton est envoyé en mission pour percer les secrets de la reproduction. Donc je donne la parole à nos chroniqueurs pour ce petit bijou dystopique choisi par les étudiants du Breakfast Club. On commence donc avec Mister Thibaut. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, mon cher ? Eh bien, mon cher, j'ai pensé que c'était un film fou. Vraiment fou à tous les niveaux. C'est une réalisation incroyable, un univers hallucinant, tour à tour drôle, inquiétant, horrible, émouvant. C'est un croisement improbable entre Giger, Phil Tippett, Del Toro ou même Shinya Tsukamoto. Exactement. Et la bande son, elle est fantastique. Entre sa techno ambiance 2000 et ses dialogues comme si on écoutait le Canal+ néerlandais mais encrypté, c'est une expérience. Junkhead, c'est Cronenberg et Lovecraft et Hardman, le tout en mode cyberpunk. Waouh, ça c'est bon. Christina, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Incroyable. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'a réalisé donc Takahide Ori est hallucinant parce qu'il a quasiment tout fait tout seul pendant 7 ans. Il a tourné 140 000 plans tout seul, avec des moyens du bord, parce qu'il bossait à côté, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et c'est un artiste absolument complet, et un artiste, un cinéphile, un amoureux de ce qu'il fait. Il y a mis son cœur, son âme. Enfin, c'est un film qui est complètement fou, avec un imaginaire, mais sans limite, et des références autour du punk, de la science-fiction. On y voit presque des références à l'expressionnisme allemand, enfin, des décors faits avec 3 bouts de carton, et il nous emmène dans un truc complètement cinglé. Avec, tu parlais de la musique techno, et bien sûr, comme on disait, il a les moyens du bord, le film, il a des petites imperfections, mais qu'il arrive à gommer en plus la techno pour accélérer un peu le rythme et nous faire stresser. Après, il passe sur le ralenti avec des doses d'humour à la Bruce Lee, sur des combats, donc il pallie comme ça quelques petits défauts du film avec une imagination, donc c'est un tour de force. C'est vraiment un exercice incroyable. Pour le film de cinéma d'animation, tu en parlais au début, ça a été un coup de frais, et je pense que c'est un film qui fait du bien au cinéma d'animation, au cinéma tout court, et j'ai appris que nous allons avoir droit au Junk World en 2025. Ah d'accord, je savais pas. À mon visionnage du film, on revient sur ce qu'on disait sur Coppola, c'est un cinéma qui est indépendant, complet, et c'est lui qui a fait son film, son univers, qui a créé quelque chose de complètement dingue, et qui a eu un succès, je pense, au-delà de ce qu'il aurait pu espérer, et qui va continuer, donc ça c'est extrêmement réjouissant. Mais écoute, merci Christina, et alors, moi ce que je trouve incroyable, alors, la jeunesse du film, c'est qu'il a vu donc Makoto Shinkai, vous vous rappelez, le réalisateur de Suzume, que Thibaut avait adoré. Voilà, merci. Et il avait réalisé son premier film qui s'appelle The Voices of a Distant Star, super titre déjà. Et en fait, c'est en voyant ce film, il s'est dit, mais attends, mais si lui il peut le faire, je peux le faire. Sauf que Takahide Ori n'a pas fait d'école de cinéma, en fait, c'est un cinéphile, mais qui n'a pas tenté de réussir dans ce milieu. Il avait jamais participé à un tournage, donc déjà, je trouve ça déjà incroyable. Alors évidemment, il a contacté des gens, il a posé des questions, et enfin, moi, je trouve que c'est quand même, alors j'ai pas trouvé le film extraordinaire, mais c'est quand même, on peut dire que le type, c'est un génie de l'image, quoi. Enfin, c'est de la créativité, il est seul, il y a une prouesse technique qui m'a fait penser à Matt God. Tu parlais de Phil Tippett, effectivement, j'ai pensé un peu à Matt God aussi. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé le personnage qui passe de corps en corps, qui est un coup un dieu, un coup on l'appelle l'épave. Le mec, il est vraiment, il vit tout, quoi. Il a toutes les vies, c'est stupéfiant. Et moi j'avoue que j'ai eu des émotions, et pas forcément pour le personnage principal, mais pour les 3, comment ils s'appellent, vous savez, les mignons noirs 3 à la fin. Voilà, ouais, c'est ça. Et je sais pas, ils m'ont touché, ces 3 petits-là. Et moi, j'ai pensé à Metropolis, je pense que vous avez pensé aussi, avec le monde en strate. Complètement. Voilà, donc plus tu vas vers le bas, plus c'est de la pauvreté, etc. Et je trouve qu'il y a une arme importante, il faut le souligner, dans ce film, c'est l'humour. Le film est très drôle. Oui. Mais oui. Oui, je parlais de Bruce Lee, les références de Kung Fu. Oui, notamment, tout à fait. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment... il arrive à mélanger un peu plein de genres comme ça. C'est pas parfait, bien sûr, mais voilà, c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Et merci encore au Breakfast Club. Très bon choix.
Moi, ça m'a fait un peu l'effet de bad test. Quand tu vois le film, il est imparfait, mais quand tu regardes le making of et l'amour qui se dégage dans la volonté de faire un film, et ben ça, c'est incroyable. Bah c'est ça, comme Megalopolis. On est d'accord. Bon, j'étais obligé. Allez, merci en tout cas. Et bien sûr, nous allons terminer avec notre petite rubrique anniversaire rétro. Happy birthday to you. Happy birthday. Et ce mois-ci, nous fêtons les 20 ans pile poil de la sortie française de Eternal Sunshine of a Spotless Mind de notre Michel Gondry national. Pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention? Je peux vous aider, monsieur? Clémentine Kouchinski a fait effacer Joël Barrich de sa mémoire. Merci de ne plus lui parler de leur relation. Je peux mourir maintenant, Clem. Je connais le bonheur. Everybody's gonna learn sometimes. Ah là là. Le pitch est simple. Joël et Clémentine voient uniquement les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour et ils vont s'efforcer de les effacer, l'un l'autre, de leur mémoire respective. Alors avant de donner la parole à mes chroniqueurs, et c'est moi qui finira. Ça se dit ça ? Finirait. C'est moi qui finirai, pardon. Voilà, excusez-moi. C'est l'émotion. En fait, je voulais juste vous dire que c'est la première fois en 3 ans qu'on va fêter un de mes 15 films préférés de tous les temps, parce que souvent je vous dis oui, c'est un de mes films préférés, Il était une fois en Amérique, Old Boy, mais là, par contre, il est dans mon top 15. Je suis fou amoureux de ce film. Je vais y revenir. Je donne d'abord la parole au docteur Raymond qui va commencer. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Je vais procéder comme ce cher Gondry, je vais procéder par petites touches pour vous dire effectivement, pour vous rappeler un petit peu ce qui nous a ému chez Gondry, le fantasque Gondry, qui parvient à garder, j'ai trouvé, son énergie de bon court-métrage à fort concept tout au long du film. Oui. C'est ce qu'on voit fréquemment, et contrairement par exemple à ce qui se passe dans Be Kind Rewind, où effectivement le procédé tire un peu en longueur et s'essouffle un peu. Là, pour le coup, je trouve qu'il trouve sa pertinence, sa fraîcheur tout au long du film. On peut aussi parler de Carrey, qui n'a jamais été aussi charmant, alors qu'il sortait de Dumb and Dumber et d'Ace Ventura. Donc quand même, il y a un gros saut, je ne sais pas si c'est un saut qualitatif, mais en tout cas, un changement de jeu d'acteur. Non, il venait de faire... ça arrive après Truman Show et Man on the Moon. Oui. Oui, il avait déjà amorcé ses rôles dramatiques. Quand même, oui. 98 Truman Show et Man on the Moon 99. 80, d'accord. Ah bah je voyais pas ça, tu vois. Gondry, effectivement, notre ami bricoleur qui utilise finalement relativement peu d'effets numériques, quelques-uns qui passent bien, qui ont plutôt bien vieilli, mais c'est surtout les moyens pratiques qui sont très simples, très limpides, pour valoriser cette histoire formidable. Donc encore une fois, merveilleux bricoleur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de son temps aussi, c'est-à-dire que il est vraiment dans la vague des films du tournant des années 2000 qui vous enfermaient dans l'espace mental confus et trompeur du protagoniste. On avait ça en version thriller dans Memento, en version, on va dire, roman d'apprentissage adolescent dans Donnie Darko, et ici on a la version comédie romantique, et ça fonctionne toujours aussi bien. Merci docteur Raymond. Et Julien, qu'est-ce que tu as pensé toi à l'époque, et maintenant encore d'ailleurs, de Eternal Sunshine of a Spotless Mind? On t'écoute. Ah Jérém, oui. Pour rentrer quand même un peu dans le détail, pour moi, à l'époque, je le voyais comme faussement comme une comédie romantique, alors que ce film est tout sauf ça. Ce film est finalement une romance totalement idéalisée et traite d'une relation ultra toxique entre un personnage féminin qui est envahissante, qui est vraiment centrée sur elle-même et qui est solaire mais centrée sur elle-même. Et tu as aussi en effet le personnage de Jim Carrey qui est totalement en dépression pour le coup, et ça on le sait dans les anecdotes après coup, mais Jim Carrey sortait déjà d'une première phase de dépression, et qu'il y en a eu plusieurs, mais apparemment il était en pleine dépression à l'époque, et Michel Gondry lui disait reste dans cet état. Alors tous les autres acteurs avaient le droit d'improviser, avaient le droit, comme les Kirsten Dunst, les Mark Ruffalo et Kate Winslet avaient le droit d'improviser, sauf lui, et il devait tout le temps rester dans cet état de tristesse, de dépression, etc. Pour le coup c'est totalement réussi, puisque il subit énormément les événements, et voilà, on s'identifie parce que à sa place, le film part de ce postulat, de cette phrase, si on devait effacer un moment de sa vie, lequel est-ce? Et ça part derrière d'une discussion entre Michel Gondry
Et je crois que c'est Henri Bismuth, son ami de longue date, son ami artiste plasticien. Je crois que l'anecdote, il disait, il se posait la question, qu'est-ce que tu ferais si un jour quelqu'un te dit, on a effacé une partie de ta vie et que t'avais des souvenirs qui avaient disparu. Exactement, c'est ça. Bon, tout ça pour dire que tout ce melting pot d'inspiration donne un film éblouissant et profondément chamboulant. Pour moi, la morale du film, c'est que finalement, la vie vaut d'être vécue pour ça. Donc, nous, ma compréhension de la fin, sans rentrer dans le détail, c'est qu'il vaut mieux vivre à 100 fois des émotions, qu'elles soient difficiles ou magnifiques, mais au moins les vivre et les répéter continuellement, c'est se sentir exister. Voilà, mais carrément, moi, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, putain, mais oui, c'est ça, il a raison, c'est ce que je pensais avant de voir le film, quand j'ai vu, je me dis oui. Et t'as tout résumé. C'est pas d'être heureux qui compte, c'est l'expérience. C'est pour moi. Exactement. Et nous allons passer la parole, du coup, à Christina, qui est heureuse d'en parler, je pense. Je suis moi aussi amoureuse de ce film depuis que je l'ai vu, mais vraiment profondément. Et pour rebondir sur ce que disait François, le petit miracle de ce film, c'est un scénariste et un réalisateur qui sont au diapason, qui nous produisent mais quelque chose qui est pour moi du génie. La construction narrative, elle est puissante, elle prend le spectateur, elle le prend par la main, elle l'emmène à gauche, à droite, dans des endroits complètement absurdes, l'irrationalité de l'inconscient avec 3 bouts de ficelle, et hop, t'as l'impression de te perdre, et hop, il te rattrape et il te réemmène sur l'histoire. Donc pour moi, c'est du génie de haut vol. Et puis on parlait des acteurs, ils se jouent l'un l'autre. Kate Winslet, c'est un peu la dépressive chronique dans tous ses rôles, la malheureuse et tout, et là elle joue la délurée, et Jim Carrey, malgré sa dépression, était quand même le joyeux luron de service, qui se retrouve, donc il y a cette espèce de double jeu, et de chacun qui est hors de son rôle habituel, qui fonctionne parfaitement, et les deux sont absolument sublimes. Et puis moi, il y a un truc qui m'a frappé à la première vision, qu'on peut difficilement vraiment conceptualisé, à moins d'avoir vu le film 2-3 fois, mais qui m'a beaucoup intéressé. Peut-être un truc de fille, mais j'avais envie de vous parler de ça. C'était les couleurs de cheveux de Kate. Et pour moi, ça parle c'est très très important et profond, et ça va chercher des choses essentielles dans le film. Parce que pour moi, c'est les couleurs qu'elle arbore dans le long du film, c'est les saisons de leur amour. C'est assez simple en fait, c'est vraiment tout simple. C'est comme le film, c'est tout simple et ça va chercher des choses tellement complexes et profondes. Ça commence par le vert. Le vert, c'est le printemps, la rencontre, le moment où tout est clos. Joel, il est en train de rompre avec sa copine et Clémentine arrive et c'est la promesse d'une nouvelle aventure. Les choses recommencent. Le rouge, c'est l'été. C'est la menace de l'amour, la période la plus heureuse, la couleur la plus chaude. C'est les moments les plus intenses de la relation et c'est ceux-là que Joel va se rappeler. C'est ceux-là qu'il identifie pour parler de son histoire d'amour, mais de l'amour qui veut pas mourir, celui qui est plus fort que tout. Et va arriver le bleu. Ah, pas encore. Avant, il y a l'orange. L'orange, c'est l'automne. C'est le rouge un peu délavé, c'est... L'automne, c'est l'amour qui commence à mourir, c'est la version délavée, c'est la distance qui se fait entre les deux, la communication qui fonctionne plus. L'orange, c'est la feuille morte qui tombe et qui disparaît dans le noir. Et puis arrive le bleu. Le bleu, c'est l'hiver, c'est la mort de la relation. À ce moment-là, ils sont plus ensemble quand elle a les cheveux bleus. La fameuse affiche qu'on a tous en tête, je pense, sur le lac. Oui. Exactement. C'est l'hibernation, mais après l'hibernation, il y a la renaissance, il y a le silence, et des choses qui arrivent. Et d'ailleurs, c'est là qu'arrive la couleur hybride. À un moment, donc le film revient, il y a les racines vertes qui arrivent par-dessus le bleu. C'est comme l'herbe qu'on voit apparaître sous la neige qui fond. Donc c'est le printemps qui arrive après l'hiver. Et là, je rejoins entièrement Julien, c'est le recommencement, la renaissance éternelle. Et puis la chanson le dit, Everybody's got to learn sometimes. C'est le fait on doit revivre les souvenirs pour mieux recommencer le cycle de la vie et de l'amour. Et puis le passé, le présent, le futur, est-ce que c'est vraiment important ? C'est l'amour en fait qui arrive à arrêter le temps. Et là je refais le parallèle avec Coppola. On est encore dans l'arrêt du temps, sauf qu'ici c'est un simple mot. J'étais bien là. Sauf qu'ici il n'y a aucun artifice en fait. Le temps s'arrête avec 4 mots. Meet me in Montauk. Wow. Exactement. Bon, Mr. Thibault, à vous. C'est difficile de passer après Christina et le déluge des couleurs. Eternal Sunshine, je suis comme vous. C'est un petit doudou. C'est un film que j'adore, dans son scénario, dans les idées de mise en scène, toujours le cinéma de Gondry qui est fait de briques et de broc, et j'ai du mal à voir que le cinéaste qui fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind est le même qui fait le livre des solutions. Pour le coup, le livre des solutions, je suis resté complètement à côté. J'ai pas la magie que je retrouve dans Eternal Sunshine. Eternal Sunshine, c'est un récit qui parle à tout le monde. L'une des très grandes forces du film,
c'est de choisir Jim Carrey et Kate Winslet, et c'est une identification du spectateur qui est forte. Et c'est vrai qu'on parle toujours des deux acteurs principaux, mais c'est vrai qu'il y a aussi un casting assez hallucinant, hein. Elijah Wood, Mark Ruffalo. Que Jim Carrey n'avait jamais été aussi beau. Ouais, je suis d'accord. Il a du charme, il a un vrai charme pour moi. Il colle parfaitement. C'est pas une comédie romantique, c'est une comédie mélancolique. Oui. Et puis, voilà, cette réalisation, on y revient. Elle est maligne, elle est inventive. Il arrive à rendre concret ce voyage dans la mémoire de manière plutôt claire, avec des idées visuelles qui sont vraiment très très bonnes. C'est difficile de taper aussi haut systématiquement. Ouais, c'est ça le problème, c'est que son deuxième film est tout de suite un chef-d'œuvre. Et puis, comment ne pas penser, on l'a tous chansonné, de la reprise des Corgis, quoi. Bah voilà, ça fait plaisir du coup, parce que là, cette rubrique rétro, en général, on est tous d'accord. Et... Je pense qu'il a atteint le statut de film culte, là. Et on partage... Oui, c'est clair, c'est un film culte. Je pense qu'il vieillit bien. Il vieillit très très bien. Ouais. Comme tu dis, Thibaut, c'est un film qui parle à tout le monde, et on a tous vécu ça, on a tous voulu effacer quelqu'un de notre mémoire pour se sentir mieux, pour avancer. Il le rend bien. Et moi, ce que j'aime énormément, alors je vais être un peu concret, mais c'est que le film il matérialise les souvenirs en fait en faisant des décors que Joël traverse, et il voyage en eux physiquement. C'est ça le génie du truc, c'est qu'on n'a pas affaire à des simples flashbacks. On est en train de voir une scène du passé, mais on est en train de la revivre. Comme dans notre tête, on peut revivre des propres souvenirs, mais avec la liberté qui nous est propre. En fait, c'est simple comme idée, mais c'est une idée de génie, puisque Joël il retraverse les scènes de sa vie, de son couple. Il les commente en plus à sa guise, en direct. Il devance les paroles de Clémentine, du coup, il peut les modifier. Il peut dialoguer avec elle, mais elle, c'est pas la Clémentine du passé, c'est la représentation de Clémentine. Elle est faite de comment Joël la perçoit et non de comment elle se perçoit. En fait, c'est l'intelligence de l'écriture, c'est parce que il dialogue avec elle, c'est parce qu'il relève de l'imaginaire, de l'onirique. Je sais pas, il y a un charme magique, en fait. C'est foutrement mélancolique, en fait, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est une comédie mélancolique. Exactement. Et en fait, c'est très rare dans un film, c'est que tout fonctionne. La moindre petite idée est d'une intelligence folle. C'est pas genre c'est une bonne idée. Non, c'est fou. Ça, voilà, c'est le film où moi j'ai de l'émotion mais constante. C'est ce qu'on recherche, je pense, au cinéma. On avait envie de vibrer, quoi. C'est normal. Mais il y a des images, rien que de revoir l'image, c'est quand elle disparaît dans le noir, le lit sur la plage. Il y a des images comme ça qui t'arrache le cœur à chaque fois, même juste tu vois l'image et tu as l'émotion qui est liée. Et lui, quand il veut l'oublier totalement et qu'elle lui dit dans son fantasme, elle lui dit « Montauk ». Et là, du coup, le mec, juste ce mot-là, même quand il veut l'oublier, même elle lui dit ce mot-là. Donc t'as l'impression en fait ils se retrouveront quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ils se retrouveront tous les deux. Enfin, pardon, j'adore tellement dessus. Mais c'est beau. Non mais c'est beau parce qu'à la fin, voilà, c'est pareil, ils sont là, ils se revoient et finalement tu te dis mais ça va fonctionner ou pas. Mais quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Bon, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je pense que c'est l'heure de noter du coup les deux derniers films dont nous avons parlé. On va commencer par Junkhead. Thibaut, je lui mettrais 7. Christina, 8 aussi. Allez, 7,5. Je vais 7,5. Et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Dr Raymond. 9. Thibaut. 9,5. Christina. J'aimerais que vous justifiez le fait que vous ne mettiez pas 10. Voilà, moi, je mets 10, évidemment. Moi, je mets jamais 10. Je mets 30. La perfection n'est pas de ce monde. Virgule. Je mets 42. Voilà. Alors, au niveau des coups de cœur rétro, je crois que Christina, tu veux nous parler de 2 films, je crois, c'est ça? En tout cas, j'ai une petite pépite que j'ai dénichée à l'Étrange Festival. Un film japonais de 84 qui s'appelle The Crazy Family, qui est un film punk, comédie anarchique qui en fait c'est extrêmement compliqué de vous expliquer de quoi il parle, mais c'est un film qui est une critique sociale du modèle de société japonais des années 80 et qui finit en battle royale familial. D'accord. Voilà. Ça ne se décrit pas, ça se voit et c'est très très jouissif. Ok, et ton deuxième coup de cœur? C'était La Notte. Ah, oui. Puisque j'aime bien les anniversaires, j'en cite souvent dans les podcasts, et là on fêtait le 100e anniversaire de Marcello Mastroianni, donc j'en ai profité pour parfaire ma filmographie de Antonioni, et c'est un film avec Monica Vitti, toutes les images sont d'une beauté à tomber par terre, et voilà, c'est... écoute, c'est drôle parce que, c'est un hasard, tu vois, comme quoi, oui. C'est moi mon coup de cœur que j'ai eu en septembre, c'est Le Désert Rouge, toujours de Michelangelo Antonioni, et toujours
avec Monica Vitti. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui décrit un entre-deux-mondes entre le réel et le fantasmé. Monica Vitti, là, elle joue la paumée, la dépressive, qui est dans un monde ultra matérialiste, ultra capitaliste, mais qui, elle, n'est pas de ce monde-là. Et donc, elle est totalement incomprise. Son mari ne l'écoute pas, ne la comprend pas. Et elle trouve un amant, Richard Harris, d'ailleurs, super acteur, et qui, lui non plus, d'ailleurs, ne la comprendra pas. Enfin, voilà. Le film a été fait en 64. Quand tu le vois, tu dis, il pourrait être fait là, maintenant. Enfin, pour moi, c'est un génie absolu, Anthony. Ce qui est dingue, c'est que du coup, il a fait cette tétralogie, donc sur une critique, le désespoir de l'industrialisation, on va dire, du capitalisme. Et donc, il part après en Angleterre et aux États-Unis pour faire sa trilogie, donc Blow Up, Profession Reporter et Zabriskie Point, qui sont des films sur l'illusion totale. C'est-à-dire, en fait, au début de sa carrière, il était dans le néo-réalisme italien. Ensuite, il bifurque dans l'entre-deux-mondes, si je puis dire. Et après, il part dans l'illusion. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un réalisateur qui a une trajectoire qui est incroyable au niveau de sa philosophie de créativité, quoi. Il y a une cohérence, en fait. Donc, c'était mon coup de cœur de ce mois-ci. Il n'y a pas d'autre coup de cœur, donc du coup... Aussi, profiter du décès de grandes légendes du cinéma comme Alain Delon et Gina Roland pour voir des films qui étaient importants. Déjà pour Gina Roland, Une femme sous influence. Oh là là. Et qui est vraiment incroyable. Gina Roland est fantastique. Quel chef-d'œuvre. Une prestation mémorable. Et puis un sujet à l'époque qui est très peu traité. Et puis pour Alain Delon, revoir les films qu'il a fait un peu avant 76, Monsieur Klein et Plein Soleil. Tu vois, je suis plus Monsieur. J'aime bien Plein Soleil, mais Monsieur Klein, j'ai trouvé que ce film était hallucinant. C'est tellement sombre. Une femme plus influence, tu l'avais pas vu. Franchement, t'as de la chance parce que t'as dû passer un moment incroyable. C'est d'une violence de mise en scène incroyable. Eh bien, nous leur rendons hommage à tous les deux, c'était de grands artistes. En tout cas, voilà, merci à tous. C'était bien sûr 24 images secondes. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs. Et on est toujours sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast. Continuez à vous abonner, comme dit Julien. C'est important. C'est très important pour nous. Et on a juste envie de vous dire, hasta la vista. Baby. Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé.